Je vais aborder aujourd'hui deux notions essentielles qui sont très liées à ce que j'ai traité lors de la dernière vidéo à l'occasion du papillonnage, qui sont très liées à la question de l'immaturité, à la question du sentiment d'imposture. Ces deux notions, c'est la notion de mérite et la notion de responsabilité. Ce sont deux notions fondamentales, même si elles touchent à des choses que j'ai déjà évoquées dans de multiples vidéos, c'est très important de les d'aborder sous cet angle, parce que ces deux notions sont au fondement d'un des mythes les plus pernicieux et les plus mortifères de notre société contemporaine. Et j'emploie mythe dans le plein sens du terme, vous allez voir pourquoi. Déjà, observons que l'articulation entre mérite et responsabilité ne va pas de soi. Il y a plusieurs manières de... Commençons par le mérite, il y a plusieurs manières de le considérer. La notion de mérite, elle est essentielle quasiment dans toute société, même si elle n'est pas toujours nommée comme telle. La notion de mérite, au fond, elle est au fondement de l'ordre social, dans la mesure où il est important pour toute société de considérer que les individus obtiennent ce qu'ils méritent d'obtenir. Mais elle ne se fonde pas du tout dans toutes les sociétés de la même façon. Obtiennent ce qu'ils méritent d'obtenir en tant que la société le leur donne. Après, bien sûr qu'il peut y avoir une pensée de l'accident, de la mauvaise fortune, du sort qui s'acharne sur un individu, mais finalement, même à l'échelle individuelle, dans la mesure où, pour pouvoir le supporter, ce sort qui s'acharne, il faut lui donner du sens, une des manières fondamentales de lui donner du sens, c'est de considérer que d'une façon ou d'une autre, c'est juste que le sort s'acharne sur l'individu, juste, pas forcément eu égard à ce que l'individu a fait, mais juste à une échelle ou à une autre. Cette échelle n'est pas toujours celle de l'individu, et cette échelle n'est pas toujours non plus, enfin c'est ce qui fait que le sort qui s'acharne sur un individu est considéré comme juste, qui s'acharne ou qui récompense, n'est pas toujours dépendant de l'action de l'individu. Je m'explique. On peut tout à fait avoir un système de croyance, et ça s'est vu de multiples fois, où ce qui distingue les individus les uns des autres, c'est pas du tout l'ensemble de leurs actes, c'est d'abord leur statut lié par exemple à la naissance. Il y a un certain nombre de sociétés dans lesquelles il y a une inégalité fondamentale liée au fait qu'on serait le fils d'un noble, ou le fils d'un brahmane, ou la fille d'un brahmane. Déjà, au fait qu'on soit garçon ou fille, du coup ça implique un certain nombre de choses et on n'aura pas accès aux mêmes choses. Le sort nous a fait homme ou femme, et puis le sort nous a fait enfant de telle ou telle catégorie de la population, et dans la mesure où la société considère qu'il y a une hiérarchie très figée, qui fait que quand on est dans telle catégorie, on mérite telle chose, et quand on est dans telle autre catégorie, on mérite telle autre, la notion de mérite, là, se construit pas du tout autour de l'action de l'individu. La seule chose qu'il a à faire, c'est tenir son rang. Mais le mérite est en amont. Notre société, elle, se veut fondamentalement égalitaire. Elle se veut fondamentalement égalitaire, et du coup, elle fonde la notion de responsabilité. Ce que j'appelle fonder la notion de responsabilité, c'est au sens très fort qu'il faut l'entendre. Aussi étonnant que ça puisse paraître, pour quelqu'un qui n'est pas familier de l'histoire des sociétés humaines, et notamment sous un angle anthropologique, la notion de responsabilité, qui pour nous paraît une chose absolument évidente, triviale, c'est-à-dire que ça nous paraît évident qu'il est légitime de gronder, d'engueuler, de punir, de sanctionner quelqu'un qui a commis une faute en sachant que c'était une faute, mais qu'il a commis quand même parce qu'il y voyait son intérêt, etc. Bon, donc il est responsable. Et d'ailleurs, s'il commet un acte volontairement et s'il commet un acte involontairement, s'il a cassé un truc ou il a provoqué un accident mais que c'était pas du tout sa faute, ça nous paraît évident qu'il n'y a pas de sanction à établir. C'est quelque chose d'absolument trivial dans notre représentation du monde, ça va de soi. Aussi étonnant que ça puisse paraître, à l'échelle des sociétés humaines, ça va pas du tout de soi, c'est même une invention assez moderne. À notre connaissance, la première occurrence dans l'histoire humaine d'une différence dans le droit entre un meurtre volontaire et une mort causée par accident,
C'est le code d'Hammurabi, c'est un code juridique de la société babylonienne, on est au XIIe siècle avant Jésus-Christ, et la société grecque elle-même n'a forgé son droit autour de la notion de responsabilité qu'aux alentours du 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, et ça a été une sacrée bascule, pas du tout évidente. Dans la plupart des sociétés traditionnelles pré-agricoles, mais aussi dans un certain nombre des premières sociétés agricoles, le maintien de l'ordre n'est pas du tout pensé autour de la notion de la faute. C'est l'individu qui viole, transgresse une loi, il n'est pas considéré comme un acteur ayant choisi de violer cette loi et du coup devant être puni en conséquence. Je donne un exemple. Qui est arrivé à quelqu'un de ma connaissance qui a travaillé longtemps comme ethnologue. Il a travaillé pendant 6 ans avec une tribu d'Indiens d'Amazonie, avec laquelle il vivait à peu près 6 mois par an, enfin il allait la moitié du temps dans cette tribu. Et l'épisode que je vais vous raconter est survenu, et c'est important de le dire, parce que du coup ça conditionne un certain nombre de choses, c'est arrivé à un moment où il travaillait déjà depuis pas mal de temps avec cette tribu, et où cette tribu l'avait symboliquement adopté. Et il avait accepté d'être adopté symboliquement par la tribu, donc il était membre de la tribu. Un jour, il était parti suivre une expédition de chasseurs, donc bon, voilà, il n'était pas dans le campement de la tribu, il vaquait à ses occupations. Et pendant qu'il était parti, une petite fille, je crois assez jeune la gamine, hein, très jeune, enfin 5, 6, 7 ans, je ne sais pas exactement, s'est mis à fouiller dans ses affaires. Il avait amené un sac. C'est complètement absurde quand on part 6 mois en Amazonie d'emmener quelques affaires, d'avoir un sac à dos dans lequel on a quelques bricoles, et parmi lesquelles un couteau. Donc la gamine fouille dans ses affaires. Elle en avait entre guillemets pas le droit, enfin en tout cas c'était ses affaires, c'était son sac et lui était dans un coin, mais bon, il avait laissé son sac. Donc il se trouve que la gamine, à un moment donné, sans surveillance, ouvre son sac, regarde, sort les trucs, trouve le couteau, le sort, commence à jouer avec, et malheureusement trébuche, tombe et se le plante dans le ventre et se blesse très gravement. Ce qui est intéressant commence maintenant. Quand cet ami d'amis est revenu dans le campement, le père de la fillette lui a dit la chose suivante. Et c'est là que pour nous ça commence à devenir de la science-fiction. Il l'a pas du tout engueulé. Il lui a dit, mais enfin ça va pas, qu'est-ce que tu fais enfin de venir avec un couteau, enfin tu te rends pas compte, il y a des enfants, bon. Ce qui serait, dans notre société moderne, à la limite, ce qu'on pourrait entendre. Là, en outre, il n'y avait aucun reproche de ce type, parce que même dans notre société moderne, finalement, personne ne pourrait lui en vouloir d'avoir eu un couteau. La faute, ce serait plutôt la personne qui n'a pas surveillé la gamine. Mais personne dans notre société moderne ne songerait à le blâmer lui. Bon. Et le père ne lui a fait aucun reproche. C'est pas un blâme. Mais il lui a dit en substance la chose suivante. Si ma fille s'est blessée avec ton couteau, c'est parce que les esprits t'en veulent. Ils ont choisi que ce soit avec ton couteau qu'elle se blesse. Ce qu'il faut entendre derrière ça, c'est une pensée dans laquelle il n'y a pas d'accident possible. Il n'y a pas de pensée de l'accident. Rien ne se produit par accident. Tout se produit toujours parce que les esprits l'ont voulu d'une manière ou d'une autre. En même temps, dans une pensée où les esprits sont multiples et qui n'implique pas nécessairement qu'ils ont tout prévu à l'avance. On n'est pas dans une pensée d'un monothéisme, d'un Dieu qui aurait absolument tout planifié. Mais malgré tout, les esprits sont derrière tout ce qui se produit. Donc, ils ont voulu qu'elle se blesse avec ton couteau. C'est donc que d'une manière ou d'une autre, ils sont fâchés contre toi ou contre la tribu, mais en tout cas, que la solution pour les apaiser ne peut passer que par toi. Donc, et là, il lui a appris quelles étaient les deux options possibles. Soit il parvenait à guérir la gamine, et ça signifierait dans ce cas-là que les esprits étaient apaisés, parce qu'évidemment la guérison, elle aussi, ne peut avoir lieu que si les esprits sont apaisés, que si les esprits la permettent. Donc finalement, le fait qu'il parvienne à guérir la gamine serait une sorte de mise à l'épreuve de la relation avec les esprits. Soit elle en décédait, il n'arrivait pas à la guérir, et ça signifiait que les esprits continuaient à être fâchés, et dans ce cas-là, la seule solution possible, c'était que lui donne sa vie. Mais ça n'est pas du tout un père en colère qui fait un reproche et qui dit quelque chose comme « Je te préviens, si tu la guéris pas, je te tue ». Pas du tout. C'est ta faute, du tout. C'est absolument pas pensé comme ça.
Au contraire, il était très triste pour lui, d'ailleurs. Enfin, il était inquiet pour sa gamine, consterné, et puis, bon, voilà. Et le plus extraordinaire presque reste à venir, c'est que donc, cet ami a mis la gamine dans une pirogue et est parti sur le fleuve faire les quelques dizaines de kilomètres qui le séparaient du premier poste de soins, un peu, voilà, premier poste de secours, où on pouvait faire quelque chose. Et à aucun moment la tribu ne lui a dit « Attention, t'as intérêt à revenir, sinon on te pourchassera. » On l'a laissé partir en étant absolument certain dans la tribu que bien sûr, si la gamine mourait, il reviendrait donner sa vie. Il reviendrait volontairement. Enfin, on ne se dérobe pas à des choses comme ça. On ne s'y dérobe pas parce que de toute façon, fâcher les esprits et sortir de la tribu, c'est même pas pensable. Donc, c'est bien sûr qu'il serait revenu donner sa vie. Enfin, il n'y a pas la menace, il n'y a pas de système punitif, ou coercitif tel que nous on l'envisage. D'une certaine façon, il y a une coercition qui est bien plus fondamentale, mais qui est intériorisée par les individus, qui est cette idée d'un ordre du monde qui dépend de la relation avec les esprits et auquel on ne peut évidemment pas se dérober. Bon. Mais ça passe en tout cas donc pas ni par des flics, ni par une vengeance privée, ni par une prison, ni par quoi que ce soit. Et d'ailleurs, s'il avait dû donner sa vie, ça n'aurait pas été conçu comme sanction. C'est pas une sanction, c'est pas une punition. Dans cette même tribu, d'ailleurs, quand un individu devait être mis à mort pour X raisons, parce que la loi voulait qu'il soit mis à mort, le chaman qui procédait à la mise à mort, ensuite mangeait. Alors je ne sais plus si c'est le cœur ou le foie de la personne. Et cet acte de cannibalisme, mais de cannibalisme d'anthropophagie rituelle, qui est à notre connaissance la seule qui ait jamais existé, l'anthropophagie alimentaire de manière structurelle, sans doute ça n'a jamais existé, c'est un mythe. Mais cette forme de cannibalisme donc rituel avait notamment comme signification fondamentale de réintégrer l'individu dans la tribu. Donc non seulement c'est pas la peine de mort, c'est l'inverse même de la peine de mort, par exemple, telle que les États-Unis, telle que certains États américains la conçoivent, où on va mettre à mort celui qu'on désigne comme un prédateur, comme un loup, comme un fauve, le serial killer, mais dont les actes signifient déjà qu'il a été chassé de l'humanité, qu'il n'en fait pas partie. Et puisqu'il n'en fait pas partie, on le met à mort, on l'expulse radicalement. Là c'est une mise à mort symétriquement inverse, symboliquement en tout cas. Et donc on est à la fois triste pour lui, triste et en même temps on sait que son âme va se réincarner d'une manière ou d'une autre. Enfin bon, c'est un système de représentation totalement différent. Bon, il se trouve, pour l'anecdote, que la gamine a été soignée. Qu'est-ce qu'il aurait fait si ça n'avait pas été le cas? Ça n'aurait pas été si simple d'ailleurs, parce que en bon occidental, on peut se dire, il n'allait pas donner sa vie pour une croyance que lui juge irrationnelle, et simplement parce qu'une gamine a joué avec son couteau. Mais cela dit, là où ça n'aurait pas été si simple, c'est qu'il avait accepté, après tout, et quand même quand on est ethnologue et qu'on va vivre avec une tribu, on prend une responsabilité d'aller vivre avec eux, et il avait accepté d'être adopté par la tribu. Or, en tant que membre de la tribu, s'il se dérobe à cette obligation, mettons que la gamine meurt et qu'il ne revienne pas, s'il se dérobe à cette obligation, il laisse derrière lui une tribu qui est persuadée que les esprits leur en veulent. Et une tribu qui est persuadée de ça, c'est une tribu qui est traumatisée, dans laquelle il risque de se passer des choses graves. Y compris des décès, des accidents, enfin... donc c'est une sacrée responsabilité de ne pas y retourner. Ça n'aurait pas été si simple. Il n'a pas eu à se poser la question, tant mieux. Mais ce qui m'intéresse dans cette anecdote, c'est ce qu'elle révèle de cette pensée des choses, où, et ce qui est très intéressant, c'est que là, en l'occurrence, c'est un accident, mais quand il y a une action qui est à l'évidence volontaire, c'est-à-dire que l'acte passe par le désir de l'individu. C'est-à-dire que s'il avait, à un moment donné, pris le couteau et qu'il l'avait planté dans le ventre de la gamine en question ou de n'importe quelle autre personne, voilà, de toute évidence, en étant conscient de ce qu'il faisait, dans un moment de colère. Pour autant, ça n'aurait pas été pensé différemment. L'idée qu'il y a derrière, c'est que l'individu n'est pas la source première de ses actes, qu'il est au fond traversé par des désirs, traversé par des élans, traversé par des passions, qui sont la trace de la pénétration constante des esprits et des entités spirituelles, de la pénétration de l'individu par les esprits et les entités spirituelles. Ce sont les esprits en lui qui le font agir.
et pas simplement quand il est sous une impulsion très forte, mais constamment. Ce que, dans cette représentation du monde, d'une certaine manière, l'individu, comme entité close sur elle-même et source première de ses actes, n'existe pas. Et si elle n'existe pas, ça n'a pas tellement de sens de distinguer entre un acte volontaire et un acte involontaire, entre un acte dont l'individu serait responsable et un acte dont il ne serait pas responsable. Donc, c'est pas tant penser sur le mode de la faute que sur le mode de la souillure. Un peu comme un accroc, comme ces tissus, et la souillure est très grave parce qu'elle menace de s'étendre à tout le corps social. Un peu comme dans ces tissus qui sont tissés de telle manière qu'un seul accroc dans la trame, s'il y a un seul fil qui se coupe, c'est tout le tissu qui risque de se désagréger. Donc il faut absolument réparer. Pour ceux qui veulent en avoir une idée, allez voir le film Avatar. Les Na'vi, je crois que je l'avoir déjà dit dans une vidéo, mais les créatures bleues, c'est clairement des Indiens d'Amazonie. Et c'est assez bien fichu, ça donne quand même un premier aperçu du rapport qu'ils peuvent avoir à l'espace tribal et à l'ensemble de la nature autour d'eux. Ce mode de résolution des litiges, des différends, des désordres, c'est le mode de résolution jusqu'ici majoritaire dans l'histoire humaine. Encore une fois, c'est visiblement le cas d'à peu près toutes les sociétés pré-agricoles et de bon nombre de sociétés agricoles jusqu'à ce tournant qui est pris quelque part dans le premier millénaire avant Jésus-Christ, dans certains endroits du monde, et qui mettra du temps à s'imposer. Alors, pour en avoir une idée d'ailleurs dans le monde grec, c'est exactement ce tournant qui donne naissance à la tragédie. La tragédie, c'est d'une certaine manière la représentation théâtrale de ce dilemme. Qu'est-ce que ça peut bien être que d'être responsable de son acte? Et de ce dilemme parce que, précisément, on invente la catégorie de responsabilité, on invente l'idée que l'individu disposerait d'une volonté et qu'il faudrait bien distinguer entre un acte volontaire et un acte involontaire, mais dès qu'on fonde cette catégorie-là, on entre dans des problèmes qui sont quasi insolubles. Je ne dis pas ça pour dire que les systèmes antérieurs, ceux que Louis Gernet a appelés les systèmes de pré-droit, sont meilleurs. À certains égards, c'est très effrayant de vivre dans un espace social où, même sans avoir agi volontairement, on peut à n'importe quel moment devoir donner sa vie parce que c'est évidemment très effrayant. Ça suppose tout un rapport très différent à la loi. Ça suppose aussi, par exemple, que la question de la connaissance a priori de la loi n'est pas posée. Dans un espace comme celui-là, si par exemple j'arrive dans l'espace social en question et je commets un interdit alors que je ne savais pas que c'était interdit, malgré tout, les esprits ne m'auraient pas permis de le faire juste par distraction. Donc de toute façon, à partir du moment où j'ai commis l'interdit, c'est un problème et la solution doit passer par moi. De la même façon, on peut tout à fait, s'il y a un problème il y a une épidémie par exemple, dans un espace social comme celui-là, il y a en général des manières d'interroger les esprits. Il y a souvent des chamans ou des personnes qui ont un statut tel que, dans un certain nombre de rituels ou de procédures, par le biais notamment de substances hallucinatoires, mais pas seulement, ils vont interroger les esprits. Les esprits peuvent tout à fait répondre en disant voilà, ça en fait c'était interdit, mais la tribu ne le savait pas du tout jusque-là. Ça c'était interdit, vous l'avez fait, donc vous devez réparer. Et ça viendrait à l'esprit de personne de contester en disant mais on n'était pas prévenu, comment on pouvait savoir? Non, c'est voilà, c'est comme ça, et donc on répare. À partir du moment où on invente la notion de responsabilité, du coup, il faut que la loi soit a priori. Parce que ça n'a aucun sens, dès lors, de condamner quelqu'un en lui disant fallait pas que tu le fasses, si on lui a pas dit avant, il faut pas le faire. Dans ce cas-là, il plaide oui, mais d'accord, je l'ai fait, et je l'ai fait volontairement, au sens où j'ai vraiment voulu cette action, mais je savais pas qu'elle était mauvaise, donc comment j'aurais pu me l'interdire? Donc, il faut que la loi soit a priori. Donc, ça introduit tout le droit moderne, tout ce principe de nul n'est censé ignorer la loi, précisément pour pouvoir dire qu'il est responsable. Tout le monde doit la connaître, elle doit être accessible à tous, elle doit être écrite, et elle doit avoir anticipé sur à peu près tous les cas possibles. Bref, c'est le fondement de l'ordre dans nos sociétés modernes. Mais dès lors qu'on met le doigt dans cet engrenage,
qui est peut-être plus satisfaisant. Encore une fois, c'est pas si simple de se passer de la notion de responsabilité. Mais c'est pas si simple de la fonder. Parce que les philosophes grecs se sont bien rendus compte tout de suite du fait que ça n'allait pas de soi, au fond, de faire la distinction entre un acte volontaire et involontaire, dans la mesure où il paraît évident que les individus sont les jouets quand même de forces qui les traversent, dont on peut toujours dire, oui, bon, ça vient de l'intérieur de l'individu, mais même ça c'est très complexe. Qu'est-ce que c'est réellement que vouloir? Est-ce qu'il existe quelque chose comme une autonomie fondamentale de l'individu? Ce que dans la tradition philosophique on a fini par appeler le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la possibilité pour un individu de se laisser guider dans son acte exclusivement par sa raison, et non pas par une force qui le traverserait, son désir, qu'il ne maîtrise pas, parce que précisément, s'il y a bien quelque chose dont les Grecs déjà n'étaient pas dupes, qui finalement était déjà nommé avant, qui est une évidence, c'est que nous ne choisissons pas consciemment nos désirs, que nous ne les maîtrisons pas, que nous les constatons après coup. Les désirs, les impulsions, les émotions nous traversent, tous. C'est bien la raison pour laquelle l'individu comme entité close, c'est une pensée qui est assez tardive, parce que l'idée basique dans la plupart des communautés, c'était plutôt que l'individu était traversé par ça. Et c'est encore ça dans le polythéisme grec, hein, quand je suis amoureux, c'est réellement Eros en moi, le dieu de l'amour, celui qui tire des flèches, Cupidon pour les Romains, c'est vraiment Eros en moi qui me fait agir, qui me fait tomber amoureux. Et donc, je disais, la tragédie, c'est la représentation artistique de ce paradoxe, du fait que cette question de savoir si l'individu peut être jugé coupable ou non, si réellement on peut considérer qu'il a choisi, ou s'il n'a rien fait d'autre que suivre, au fond, le fil de ce qu'il était, et de ce qui l'a conduit nécessairement à agir de cette manière, c'est l'espace où le paradoxe a été énoncé, l'espace artistique où il a été énoncé. Énoncé, pas résolu, ou d'une résolution qui est émotionnelle, qui est la résolution dans l'espace tragique, qui est l'histoire qui se clôt, mais dans un grand point d'interrogation. À la fin de l'histoire, on ne sait pas finalement. Si on reprend l'Orestie, qui est l'histoire d'Agamemnon, du meurtre d'Agamemnon par Clytemnestre, puis du meurtre de Clytemnestre par Oreste, qui est méchant là-dedans, qui a agi volontairement, finalement ils sont tous mus par quelque chose d'implacable, mais quelque chose d'implacable qui n'est même pas une décision du dehors, venue des dieux d'au-dessus, ça c'est une représentation un peu naïve de la tragédie, quelque chose d'implacable qui vient au fond de l'essence même de ce qu'ils sont. Agamemnon est roi des Grecs, au moment où Ménélas l'implore de venger son honneur, et c'est pas juste une question d'honneur privé, c'est derrière, il y a toute la cohésion sociale de l'édifice symbolique de la monarchie, parce que ce qu'a fait Paris en couchant avec Hélène, alors qu'il était l'hôte de Ménélas, c'est qu'il a fait ça dans le foyer de Ménélas. Le foyer de Ménélas est roi de Sparte, son foyer c'est l'endroit le plus sacré de la cité. Donc en fait, il a violé l'endroit le plus sacré de la cité. Si on accepte ça, c'est toute la cité qui s'effondre. Et si Agamemnon et les autres rois de Grèce l'acceptent, ne sont pas solidaires de Ménélas, c'est tout l'espace social qui risque de s'effondrer. Là encore, cette pensée de la souillure, de l'épidémie de peste, comme dans Oedipe, c'est-à-dire le crime d'Oedipe. Oedipe commet un crime involontaire. Il couche avec sa mère, il tue son père sans savoir ni que c'est sa mère, ni que c'est son père. Dans notre société, il serait acquitté. En tout cas, des charges d'inceste et de parricide. Et d'ailleurs, il serait acquitté tout court, parce qu'il tue son père dans un duel, en combat singulier, donc il serait acquitté. Dans la tragédie grecque, c'est un crime, et c'est un crime dont tout Thèbes attrape la peste. Et donc c'est bien pour guérir Thèbes de la peste. C'est pas juste Oedipe qui attrape la peste. Oedipe n'attrape pas la peste, c'est l'ensemble de la cité de Thèbes qui attrape la peste. Donc on voit bien cette conception où la souillure d'un individu peut s'étendre à tous. Donc il faut bien le résoudre. Mais la culpabilité là-dedans. Alors certes, Agamemnon tue sa fille pour pouvoir traverser la mer et aller combattre à Troie, mais c'est parce qu'une déesse le lui avait demandé, et parce que de toute façon, lui, il est roi, il doit combattre, et pour ça, il doit sacrifier tout ce qu'il faut sacrifier. Clytemnestre tue Agamemnon 10 ans plus tard, parce qu'elle est mère,
et que il faut bien rendre à sa fille ce qui doit lui être rendu, c'est-à-dire la vengeance. Oreste, fils de Clytemnestre et d'Agamemnon, tue sa mère, Clytemnestre, parce qu'il faut bien rendre à son père ce qui doit lui être rendu. Et donc c'est une chaîne comme ça où, d'une certaine manière, il n'y a évidemment pas de coupable. On retrouve exactement ça aussi dans les sociétés qui s'organisent sur le modèle de la vendetta, d'une vengeance clan par clan. En Corse ou en Sardaigne, dans ces sociétés claniques, si la vengeance peut être effectuée sur un bébé ou sur quelqu'un qui n'a pas du tout commis l'acte, c'est bien parce qu'en fait on se venge, c'est un clan A qui se venge sur un clan B. Et la question n'est pas de se venger sur l'individu qui a agi. On s'en fiche de ça, c'est pas le propos. On ne pense pas les choses comme ça. Une espèce de mécanique implacable. Et qui, quand elle s'arrête selon des procédures qui n'ont rien à voir avec la question de la faute. Et les mêmes qui avaient mission de se tuer la veille, une fois que la procédure permet de régler le différend, ils vont aller se boire un lait de chèvre ensemble, ils seront copains jusqu'au prochain problème qui feront qu'ils s'entretueront alors même qu'ils avaient beaucoup d'affection l'un pour l'autre. Bon. Quand arrive cette notion de responsabilité, on fait face, à partir des Grecs au 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, à cette évidence que l'être humain est traversé par des désirs et des impulsions qu'il ne choisit pas. Donc, la possibilité d'un libre arbitre, c'est la possibilité que sa raison, sa faculté de raisonnement, puisse s'imposer totalement à ses désirs, et puisse, à partir d'elle-même, d'une simple connaissance de la loi et de ce qui est bon, de ce qui est rationnel, s'imposer aux désirs, ce qui permettrait du coup de dire que tout individu qui cède à ses désirs, à ses impulsions, et qui n'écoute pas sa raison, est donc coupable, et de le punir sans se poser trop de questions. Mais ça, c'est un immense problème, parce que l'existence même de cette faculté, du libre arbitre, c'est une question philosophique quasi insoluble. Quand on suppose qu'il existe un libre arbitre, on se retrouve dans des paradoxes, dans des dilemmes quasiment insolubles, enfin à ma connaissance insolubles. C'est exactement ce sur quoi a buté Descartes en son temps. C'est ce qui fait que Kant a reconnu que le libre arbitre était une hypothèse totalement contradictoire et que malgré tout, il ne l'a posé qu'à titre de nécessité pour pouvoir penser la morale. C'est-à-dire qu'en effet, on ne peut pas penser la morale, et la responsabilité et le droit tel qu'on le pense aujourd'hui si on ne pense pas le libre arbitre. Mais en même temps, c'est un sacré foutoir, cette hypothèse. Elle pose énormément de problèmes. Je ne vais pas rentrer maintenant dans l'ensemble des problèmes philosophiques que ça pose, des problèmes logiques que ça pose. Mais pour en revenir justement à notre contemporanéité, c'est quand on juge au nom du mérite. En fait, alors, revenons à notre contemporanéité même sous un autre angle. Pourquoi la notion de mérite elle est si importante dans notre société? Elle fonde deux choses. Elle fonde le système juridique, le système judiciaire, toute notre manière de punir et de maintenir l'ordre autour de la notion de responsabilité, mais elle fonde aussi autre chose, d'absolument capital, qui est que c'est la notion de mérite qui aujourd'hui permet de légitimer les inégalités. Ce qui va pas de soi. Parce que de quoi souffre notre société dans le traitement des inégalités? Elle souffre du fait que son idéologie fondamentale est égalitaire. L'inégalité dans une société n'est pas en elle-même un facteur de désordre, aussi étonnant que ça puisse paraître. Tant que le récit collectif auquel tous les gens croient permet de légitimer cette inégalité, l'inégalité peut perdurer dans un monde assez stable pendant des décennies, des siècles. Il y a des sociétés où la société de caste en Inde, elle a tenu très longtemps. Parce que les intouchables étaient persuadés qu'ils étaient très en dessous. C'était les sous-merdes de l'humanité, mais eux aussi croyaient à ce mythe selon lequel il y avait des individus dont c'était la finalité, la vocation, par naissance, par essence, ils naissaient intouchables, et comme les brahmanes naissent brahmanes, et c'est l'ordre du monde. On ne pense pas dans toutes les sociétés l'être humain comme la société humaine, la collectivité humaine comme remplie d'individus égaux. Pas du tout. Au contraire, même dans la plupart des sociétés, on pense qu'il y a des inégalités fondamentales. Hommes-femmes, mais pas seulement. Tant qu'on les justifie, ces inégalités, tant qu'il y a un récit auquel tout le monde adhère, ça peut être assez stable. Tout le problème vient
de l'inégalité qui n'est pas soutenue par le récit. Par exemple, si on revient au monde grec, la vraie source de l'instabilité politique du monde grec, ça n'a pas été l'esclavage. On pourrait penser, l'inégalité la plus grande dans le monde grec, c'est les sans esclaves et d'hommes libres. Oui, mais l'esclavage était à peu près accepté par les esclaves eux-mêmes. L'esclavage comme mode de vie, comme fatalité, parce qu'on était enfant d'esclaves ou parce qu'on était prisonnier de guerre. Voilà, c'était un sort possible. Quelle que soit sa place dans la hiérarchie sociale, on savait qu'un des sorts possibles, c'était un jour d'être prisonnier de guerre, d'être conquis et de devenir esclave. Et ça s'accepte. C'est ce qui permet aussi d'accepter d'en avoir des esclaves à rebours si à un moment donné on est placé dans la situation inverse. Et donc des révoltes d'esclaves, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu une grande révolte d'esclaves dans le monde romain, Spartacus. Mais tant dans le monde grec que dans le monde romain, si les cités grecques et si la République romaine ont été constamment au bord de la guerre civile, c'est pas tellement du fait de la menace de révolte des esclaves et de l'instabilité provoquée par ça. Alors pourtant qu'ils étaient numériquement beaucoup plus nombreux. À Athènes, au 5e siècle en Jésus-Christ, c'est 30 000 citoyens libres et 70 000 esclaves. Mais l'instabilité politique d'Athènes ne vient pas des esclaves. Elle vient du fait que les citoyens libres, eux, héritent d'une idéologie égalitaire, parce que l'idéologie fondatrice de la cité, en fait, elle l'hérite de la structure tribale qui était celle des peuplades qui occupaient la Grèce autour du 9e, 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Mais quand la cité se fonde, qu'elle commence à être prospère, qu'il commence à y avoir de plus en plus d'esclaves, mais que aussi la prospérité agricole débouche finalement sur le creusement des inégalités, selon des mécaniques qui arrivent à toutes les sociétés agricoles et qui ont à voir avec le fait que quand une société agricole est prospère, le problème c'est qu'il y a un accroissement démographique et que du coup l'accroissement démographique provoque de génération en génération un problème de partage des terres. Et qu'au bout d'un moment on se retrouve soit avec des terres très morcelées et puis du coup des gens qui ont plus de quoi vivre avec le petit bout de terre qu'ils ont et qui les revendent. Enfin en tout cas, à un moment ou à un autre, on se retrouve avec des très riches propriétaires terriens et des paysans sans terre. Et donc Athènes, entre le 8e siècle et le 5e siècle, on voit se creuser les inégalités chez les citoyens libres eux-mêmes, et au bout d'un moment on se retrouve avec des citoyens sans terre qui sont obligés de se vendre comme ouvriers agricoles, qui, s'ils s'endettent et qu'ils ne peuvent pas rembourser les dettes, sont mis en prison ou tombent en esclavage pour dette. Et ça par contre, tomber en esclavage pour dette, ça rentre pas dans leur représentation. Tomber en esclavage parce qu'on a été prisonnier, parce qu'on est prisonnier de guerre, ça c'est possible. C'est admissible, on ne se révolte pas. Mais en esclavage, pour dette, il y a un truc qui est pas acceptable, qui est pas pensable. Et c'est là que ça frotte, et c'est là qu'il y a danger de guerre civile, et c'est là que du coup il y a des émeutes, qu'il y a une instabilité politique, et qu'il y a la nécessité de constitution, et notamment d'interdiction de l'esclavage pour dette, etc., etc. À Rome, on a exactement le même phénomène. On a une tribu romaine qui, à l'origine, a une idéologie égalitaire, et puis la prospérité creuse les inégalités au sein même de ceux qui se considèrent comme des égaux. Et c'est là que ça frotte. Or, dans notre société actuelle, contemporaine, là encore, on écrit égalité, liberté, égalité, fraternité, sur tous les frontons de tous les édifices publics. Sauf que, de fait, on a beau l'écrire, la réalité de notre société, de notre économie de marché, c'est le creusement d'inégalités vertigineuses, considérables. Il y a aujourd'hui, là, cet hiver, dans quelques semaines, il y a des gens qui vont crever de faim dans la rue, de faim. Ah, en France, non, de froid, pardon. Enfin, bon, des gens qui vont pas avoir à se loger, et puis de faim, qui vont pas crever de faim, mais des gens qui commencent à être malnutris en France, si, ça commence à se compter, et ça commence à se compter par centaines de milliers, c'est pas rien. Et à l'autre bout de la chaîne, il y a des gens qui ont des fortunes colossales. Et c'est pas simplement une question d'argent, c'est même dans le rapport au travail aussi. Il y a des gens qui font des boulots terribles, enfin, il y a des mères de famille qui se lèvent à 2 heures du matin pour aller travailler, pour aller faire le ménage dans les bureaux ou dans les supermarchés, dans les grands magasins, etc., pour être payés des salaires de misère. Et puis il y a des gens qui ont des boulots super intéressants, qui s'éclatent, et qui en plus sont payés très grassement pour des choses beaucoup moins contraignantes, et bref. Donc des inégalités de toutes sortes, terribles, ahurissantes. Enfin, on peut se demander si on vit sur la même planète. Un des vertiges d'ailleurs, je trouve, dans le fait d'être parisien, c'est à quel point dans le même espace géographique, il y a des vies qui se croisent, qui sont... Il y a des privilèges hallucinants d'un côté et de l'autre bon, bref. Et c'est pas si facile à accepter ça
quand on n'a pas le secours d'une idéologie qui viendrait nous dire ah oui, si moi je suis privilégié, c'est parce que, bien sûr, mon père est comte, moi-même je suis comte, vicomte, un jour je deviendrai comte, mon fils sera comte à son tour, de toute façon nous sommes nobles depuis, oh là là, notre aïeul déjà était noble, Dieu l'a voulu comme ça, et de tout temps ça a été comme ça, et c'est beaucoup plus facile, mais c'est plus facile pas seulement pour le comte, c'est plus facile aussi pour le manant, le pauvre R qui essaye de survivre et qui se dit ah c'est épouvantable pour moi, ah puis je vois passer le Seigneur sur son cheval, bah oui, c'est comme ça, de toute façon c'était comme ça déjà pour mon père, c'est comme ça pour le père de mon père, le père du père de mon père, ce sera aussi comme ça pour le fils du fils de mon fils, c'est l'ordre des choses, et quand il va prier, cet ordre des choses se confirme. Dans notre société c'est pas simple du tout, et c'est là que l'école vient jouer un rôle, mais un rôle totalement irrationnel, parce que pour que tout le monde arrive à peu près à l'accepter, il faut arriver à le justifier. Et comme on ne peut pas le justifier par la naissance, on va le justifier par le mérite. Et l'école vient servir de catalyseur à cette question de mérite, enfin elle vient servir de feuille de vigne qui ne cache pas grand-chose, mais à laquelle tout le monde va croire tout de même. Mais c'est là aussi que c'est vertigineux. Parce que quand on est par exemple à l'intérieur de l'éducation nationale, il n'y a même pas besoin d'avoir lu Bourdieu. C'est une évidence. Il y a des fois, j'ai vécu des trucs, moi, qui me plongeaient dans une sidération totale. J'ai enseigné dans des lycées de banlieues assez mixtes, enfin, de ces banlieues où il y a à la fois une zone pavillonnaire et une zone cité. Et la coexistence d'un côté, dans une banlieue comme ça, le jour du conseil de classe, comme dans tous les conseils de classe, comme dans tous les établissements scolaires, l'écrasante majorité des profs vont s'écharper autour de cette question du mérite. Quasi explicitement, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir passer des minutes entières à discuter pour savoir si on accorde une médaille en chocolat à tel élève ou pas. Des compliments, des félicitations, de l'encouragement. Et un tel dit « Ah oui, non, il faut absolument l'encourager quand même, il est vraiment méritant. » Et puis l'autre « Oh, mais pas du tout, dans mon cours il bavarde, alors là, vraiment, il mérite pas du tout. Hein, non, non, ah mais si, ah mais non, ah mais si, ah mais non. » Et avec force argument de « Oui, mais quand même, il a une situation personnelle qui est pas facile, et puis il a beaucoup fait ses devoirs. Ah oui, bon, c'est vrai quand même. Oui, mais bon, d'un autre côté, et ça dure, et ça dure, et ça dure. » Et puis après, ils vont en parler aux élèves, quand ils vont leur donner leur médaille en chocolat, ou l'inverse. Dire, ah non, lui, il y a un divertissement. Alors là, vraiment, il n'a aucune excuse. Aucune excuse. Oui. Bon, grosse armada. Et puis, dans le même lycée, il se produit cette expérience qu'on peut faire, mais chaque jour. Et vraiment, il n'y a pas besoin, encore une fois, il n'y a pas besoin d'avoir lu des ouvrages de sociologie. Il suffit de connecter deux neurones. C'est que dans un lycée comme ça, dans ce type de banlieue, quand on fait l'appel, et qu'on a par exemple un cours avec une TS ou une TL, terminale S ou terminale L, et puis le cours suivant c'est une terminale STG, gestion, enfin, c'est-à-dire, soi-disant tout s'équivaut, mais ça aussi, quelle bonne blague, enfin, on sait très bien comment c'est fait l'orientation, on sait très bien qu'il y a des terminales beaucoup plus prestigieuses que d'autres, et qu'il y a des filières qui sont beaucoup plus des voies de garage que d'autres, et que grosso modo c'est quand même les notes en seconde et en première qui ont fait le tri. Donc, quand on fait l'appel dans la classe de terminale prestigieuse, la L ou la S, ils s'appellent tous Charlotte, Louise, Achille, etc., etc. Et puis il y en a un ou deux qui viennent de la cité. Il y a un Mohamed, il y a une Fatima, mais enfin, tiens, bon, c'est la proportion. Puis l'heure d'après, on fait l'appel à une classe de TSTG. Et là, ils viennent tous de la cité. Ils s'appellent tous Mohamed, etc. Enfin, tous. Ah, si, il y a un Louis qui est garé là. En effet, on a un ou deux qui vient des pavillons. Rien que ça. Rien que ce tout petit truc. Ça devrait faire quand même se dire, c'est tellement éloquent. Où est la notion de mérite là-dedans ? Et quand on fait des stats sur la reproduction des inégalités par institution scolaire, les résultats sont étourdissants. Étourdissants. La reproduction de l'ordre social par le biais d'institutions scolaires, c'est étourdissant. Et le paradoxe, intellectuellement parlant, c'est quand même assez sidérant, c'est que ce qui permet quand même, c'est pareil si on va étudier la population carcérale,
exactement pareil. Mais ce qui permet quand même de se raconter que, mais si, les individus possèdent un libre arbitre, et du coup, c'est que s'ils voulaient vraiment, ils pourraient. L'argument, il est fondé sur les quelques-uns, justement. L'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire, après tout, on peut s'appeler Zinedine, être d'origine algérienne, naître dans les quartiers nord de la mairie de Marseille, et puis, on ne devient pas trafiquant de drogue, on devient footballeur, et même le meilleur footballeur du monde, et puis après entraîneur, etc. Donc, s'il l'a fait, c'est donc c'était possible. Donc, les autres, ils avaient qu'à vouloir, ils avaient qu'à faire. Ils sont responsables de ce qui leur arrive. Mais ça, rationnellement parlant, c'est d'une fragilité incroyable. C'est-à-dire que, si on prend, je sais pas moi, si on prend 500 grenouilles, et que les 500 grenouilles, on leur donne une substance. On prend 1000 grenouilles, deux groupes de 500. Il y a 500 auxquels on donne une substance, et les 500 autres, on leur donne pas la substance. Sur les 500 à qui on a donné cette substance, qu'on soupçonne d'être un peu empoisonnée, il y en a, 480 qui crèvent. Il en reste 20. Et puis le groupe témoin, le groupe à qui on n'a pas donné la substance, c'est le truc inverse. Il y en a 480 qui gambadent, qui font quoi sans problème, et puis il y en a 20 qui sont morts. Qu'est-ce qu'on va en déduire? Est-ce qu'on va en déduire que oui, non, c'est pas probant, puisque je veux dire, il y en a bien qui survivent, donc en fait non, la substance est inoffensive. Non. On va évidemment en déduire que la substance, elle tue. Ce qu'on va se dire, la seule chose qu'on va se dire, c'est qu'il y a sans doute un paramètre qui est venu, pour les 20 grenouilles qui ont survécu, perturber le truc. Il y a un paramètre, on ne sait pas lequel, qui fait que, elles ont quand même survécu. S'agissant de Zinedine Zidane, etc., c'est hyper facile de trouver où il est à peu près ce paramètre. C'est qu'évidemment, une fois qu'on a posé les déterminations sociologiques, algérien, fils d'Algérien, kabyle, quartier nord de la mairie de la commune de Marseille, on a encore dit qu'un tout petit peu de ce qui pèse sur un individu. Malgré tout, deux individus qui appartiennent à la même catégorie sociale, c'est évident en regardant autour de soi. Là encore, pas besoin d'avoir lu quoi que ce soit. On regarde deux individus qui appartiennent à la même catégorie sociale, la même que nous, et on voit qu'on n'a pas les mêmes histoires. C'est-à-dire qu'au passage, pour ce que je peux en apercevoir, Zidane, il vient d'une famille très structurée, très aimante. Et même d'ailleurs dans une même famille, on voit bien que dans la fratrie, suivant la position des frères et des sœurs, ils n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas vraiment les mêmes parents. Donc je ne dis pas que nécessairement il y a un déterminisme qui fait que, mais supposer qu'une fois qu'on a juste vu la catégorie sociale de l'individu, on a épuisé tout ce qui pouvait peser sur lui, et que du coup tout le reste c'est forcément son libre arbitre, c'est d'une naïveté, c'est incroyable même de sottise. Je ne suis pas en train de dire que le libre arbitre n'existe pas, je suis en train de dire que si on veut le soutenir intelligemment, il faut quand même des arguments un tout petit peu plus solides que les quelques exceptions qu'on va pointer pour dire « Ah vous voyez bien, c'est donc que c'était possible ». Sauf que cet argument, avec sa faiblesse ahurissante, il suffit quand même à l'écrasante majorité des gens, y compris des gens qui réfléchissent. C'est ça qui est extraordinaire. Y compris des gens qui sont les acteurs fondamentaux de ce mythe, c'est-à-dire les profs, les juges. Il y en a extrêmement peu, ce qui est quand même assez étourdissant. C'est un des moments les plus étourdissants de notre société, un des moments d'absurdité les plus incroyables, c'est cette scène qui se produit tous les jours dans une cour d'assises, où il y a un expert psychiatrique qui va venir dire au juge « Cet individu est responsable de ses actes, il possédait son libre arbitre au moment des faits, vous pouvez le juger. » Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a un juge qui a choisi d'être juge, qui est juge depuis 10, 15, 20, 30 ans, et qui en fait n'a jamais creusé cette question philosophique et anthropologique de l'existence ou pas du libre arbitre. Cette question de la solidité en fait d'une notion comme la notion de responsabilité. Il n'a jamais creusé. Il n'est pas trop allé y voir. Il délègue ça à un psychiatre. Mais le psychiatre en général, il ne l'a pas creusé non plus. Au fond, la seule chose que le psychiatre a fait, lui, c'est qu'il a appris des nomenclatures, etc., qui lui permettent de repérer, non pas si un individu possède ou pas un libre arbitre, encore une fois, on ne sait même pas aujourd'hui si l'être humain possède ça. La seule chose qu'il est capable de dire, c'est s'il est déterminé, il l'est en tout cas comme la majorité des gens. Il ne l'est pas d'une manière tellement particulière qu'on peut le classer dans la psychose ou dans la folie. Voilà.
seule chose qu'il est capable de dire. Sauf que comme lui, en général, il n'a pas creusé non plus. Lui, il vient dire, oui, bah, il est responsable de ses actes. Responsable, mais une notion qui est incroyablement paradoxale. Au passage, c'est d'ailleurs le point de fragilité de tous les systèmes juridiques modernes. Que ça porte exactement ce nom-là ou pas, d'un système juridique ou à l'autre, on ne l'appelle pas forcément comme ça, mais les fameuses circonstances atténuantes. C'est la zone merdique de tous les systèmes juridiques. C'est la zone indécidable. Parce qu'évidemment que si on va jusqu'au bout de cette logique des circonstances atténuantes, on ne peut plus juger personne. Mais qu'à rebours, si on n'en tient absolument pas compte, on est dans une justice qui nous paraît totalement arbitraire et inhumaine. Et du coup, on patauge dans ce marais sans du tout pouvoir le border. On essaie de le cadrer autant qu'on peut dans la loi, mais finalement à coup de lois totalement arbitraires, qui reposent absolument pas sur un fondement théorique très stable, sur une compréhension réelle du psychisme humain qui nous permettrait enfin de trancher la question. Pas du tout. Ce que je dis là, parce que je vois bien, il y a parfois quelques commentaires qui, parce que je pointe un truc ou un autre, dire ah là là, ça y est, c'est du coup telle idéologie. Alors là, ça pourrait être, j'imagine qu'il va y avoir un commentaire, ah là là, voilà, c'est l'idéologie, je sais plus, gauchisto, il veut plus qu'on juge personne. Non, peut-être qu'il faut juger tout le monde. Peut-être qu'il faut rétablir la peine de mort. Peut-être que même pour un voleur de scooter, il faut zigouiller. Peut-être. Je tranche pas là-dessus. J'ai mes convictions qui vont pas dans ce sens. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que même si la notion de responsabilité est peut-être essentielle, à tout le moins, il faut apercevoir son paradoxe, parce que si elle est essentielle, elle est en tout cas essentielle pour l'instant comme fiction. Et comme fiction extrêmement problématique. Peut-être qu'elle est nécessaire. Et peut-être qu'elle est tout à fait nécessaire. Mais ce qui est plutôt extraordinaire, c'est qu'elle n'est pas du tout maniée dans sa complexité. Elle est maniée comme un truc qui va de soi, alors même que les faits devraient nous mettre constamment face à l'infirmité de cette notion et de ce fondement. Et je ne rentre pas plus avant dans le détail de à quel point, ça a été fait quand même, il y a un certain nombre de gens qui en philosophie politique ont montré à quel point cette idée que les inégalités de salaire et de revenus aujourd'hui pourraient se justifier par un mérite individuel, ça tient pas debout 2 secondes, mais pas 2 secondes, quel que soit ce sur quoi on fonde ce mérite individuel, que ce soit sur la quantité de travail de l'individu, sur les risques physiques, prix, etc. Ça tient pas debout 2 secondes, c'est d'une fragilité hallucinante. Et il en va de même pour le fonctionnement de l'école. Il y a des études, il y a ça, et malgré tout, le mythe demeure, il est extrêmement structurant. Et la raison pour laquelle il demeure, c'est assez simple, on peut observer ça dans n'importe quelle société. Il demeure parce que quand un mythe est fondateur dans la structuration symbolique du groupe, dans la manière que le groupe a d'interpréter le monde, et dans la manière dont que les individus ont de s'interpréter eux-mêmes, quand il est fondateur dans le travail de l'angoisse, c'est-à-dire dans le travail de donation de sens à l'existence des individus, quand une croyance joue ce rôle-là, elle est étanche à toutes ces incohérences et à tous les démentis par les faits. Elle perdure quoi qu'il arrive. Et au fond, ce qui permet, malgré tout ce à quoi elle se heurte quotidiennement, ce qui lui permet de tenir, c'est grosso modo finalement l'argument décisif, qui est l'argument de ce qu'il y a et du groupe. C'est quelque chose comme, ouais, mais si on y croit tous, et si on fonde toutes nos institutions et tout notre fonctionnement là-dessus, c'est quand même que ça existe, enfin ça pourrait pas être complètement délirant. Sauf que quand on fait de l'anthropologie, ici, on sait que ça peut être complètement délirant qu'une société, que toutes les sociétés humaines s'organisent sur des points d'une fragilité ahurissante, et que après ça crée de la réalité. Oui. Alors peut-être que la réalité créée par la notion de responsabilité est la moins mauvaise possible. Peut-être. Peut-être qu'il faut aller encore plus loin, peut-être qu'il faut durcir les choses. Mais même le minimum, ce serait d'y réfléchir enfin. Donc là, je semble m'être écarté de la nuance. Mais c'est important de démonter tout ça. Parce que la plupart des surdoués se tyrannisent tellement avec l'idée qu'ils ne mériteraient pas. Ils ne mériteraient pas parce que d'abord, quand ils réussissent quelque chose, souvent, c'est juste parce qu'ils ont obéi à leurs désirs, donc ils n'ont pas l'impression d'avoir vraiment travaillé. Et en plus, c'est aller beaucoup plus vite. Donc,
ils ont l'impression de bénéficier d'un truc pour lequel ils n'ont pas fourni les efforts nécessaires, et qu'un jour ou l'autre ça va se voir. Et à l'inverse, quand ils sont en panne, quand ils n'arrivent pas à déployer l'effort parce que ça leur paraît inepte, ils se culpabilisent en disant bah oui effectivement de toute façon donc c'est normal, je vaux rien, et c'est normal si finalement je sais pas les œuvres que je peins ou que je filme ou ce que j'essaye de faire ou les manuscrits que j'écris ou tout ça, finalement si personne me paye pour ça, c'est bien normal, ça montre bien ce que je mérite pas, parce que je n'ai pas su faire les sacrifices qu'il fallait, parce que je n'ai pas su exister dans les réseaux, que j'ai pas su faire les choses bien comme il faut. Et comme les surdoués n'arrivent pas à faire les choses bien comme il faut, parce que précisément pour arriver à faire les choses bien comme il faut arriver à s'anesthésier, il faut arriver à ne plus être à l'écoute de ce qui fait sens pour soi, mais coller au récit collectif, aux prescriptions, et arriver à y croire suffisamment pour y coller, comme si nos hypothèses sont justes, les surdoués sont précisément ceux qui n'arrivent pas à y croire, évidemment qu'ils font jamais les choses comme il faut. Et donc, pour énormément de surdoués, ça introduit de 1000 manières un sentiment de culpabilité absolument constant. Du coup, évidemment que c'est lié, il y aurait beaucoup plus à dire, mais finalement, je vais pas, dans une vidéo, je peux pas m'étendre sur un problème qui a été discuté depuis 25 siècles et qui continue à être sacrément discuté. Et c'est amusant d'ailleurs de voir à quel point, par exemple, une bonne partie de la philosophie politique anglo-saxonne s'enferre parce que comme il s'agit de sauver à tout prix la notion d'égalité, on va aller la chercher dans l'égalité des chances, et ça donne des modèles qui sont de plus en plus complexes et en même temps finalement qui s'effondrent, qui vont tous dans le mur avec une habileté logique parfois extrêmement grande. Je pense à John Rawls, je pense à un certain nombre de directions qui sont à la fois remarquables sur un plan philosophique de construction, etc., et en même temps, à certains égards, des impasses tellement évidentes et tellement criantes que c'est un numéro d'équilibriste qui, à lui seul, peut être salué. Donc, je vous invite, pour ceux qui en ont l'envie, à creuser, à travailler cette question-là, et comme à peu près tous les philosophes en ont parlé, il y a de quoi faire. Et pour ceux qui n'auraient pas envie de creuser, à suspendre quand même suffisamment pour essayer de déculpabiliser et de mettre à distance ceux autour de quoi, ceux à partir de quoi ils se tyrannisent si souvent.